Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle vidéo et on va s'atteler sur un petit exercice que j'avais déjà fait par le passé et que j'ai essayé de refaire en mieux cette fois, à savoir une vidéo débat. Alors c'est une espèce de petite projection que je fais et c'est un format que je suis peut-être amené à refaire dans l'avenir parce que j'aime bien ce genre de petit exercice. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que je peux améliorer, ce que je peux changer, si c'est bien, si ça vous a plu, ça m'aidera énormément à m'améliorer par la suite. Allez, quoi qu'il en soit, je vous laisse profiter de la vidéo, c'est parti. D'où naissent les légendes? De tout temps, les histoires sont racontées entre les générations. Notre espèce a cette habitude de vouloir tout sauvegarder afin d'en faire profiter les générations suivantes. Et cela marche aussi pour les nombreuses histoires, contes et légendes dans nos contrées. Pourtant, ces histoires ne sont pas venues de nulle part. Quelqu'un, un jour, a bien dû leur offrir un point de départ. C'est de ce point de départ que nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Qu'est-ce qui a pu égayer l'imagination ? Quel événement est arrivé pour à ce point marquer les populations, qui se sont alors transmises l'histoire d'adulte à enfant? Car ce n'est pas de l'histoire avec un grand H dont je veux parler, mais bien de l'imaginaire de nos ancêtres. Un imaginaire qui s'est aiguisé de génération en génération pour aujourd'hui nous permettre encore de l'apprécier par le biais des contes et légendes. Êtes-vous prêts pour ce petit voyage au cœur de tout cela? Alors, mettons une bûche dans notre brasier et laissons-nous porter jusqu'à un temps où l'imaginaire était roi. C'est souvent l'une des premières causes dans tout cela. Les lieux, les objets, ou ceux que l'on appelle aussi des monuments. L'histoire a-t-elle découlé du lieu ou bien l'inverse? Je ne saurais dire. Mais ils sont bien les seuls réels témoins de la naissance des légendes leur appartenant. Nous avons pu voir dans notre voyage des menhirs, des églises, des croix, des grottes, des pics, des ruines, et j'en passe. Tous ces lieux avaient une histoire, et nombre d'entre eux, qui ne semblent pas en avoir une, ont sûrement vu ce passé effacé par le poids du temps. La vraie question étant, sont-ils à l'origine de l'histoire, comme dit plus tôt, ou bien est-ce l'histoire qui leur a donné naissance? Les croix éparpillées le long des routes sont un parfait exemple. Elles n'étaient souvent pas là avant et sont arrivées à la suite d'événements marquants. Ce sont alors ce qu'on appelle des marqueurs temporels en un sens. La légende leur a donné naissance, ou alors la légende est arrivée ensuite, pour expliquer leur existence, leur donner une origine. Quoi qu'il en soit, elles sont arrivées car un événement a eu lieu précisément sur place, et aujourd'hui, les histoires que l'on connaît leur sont pleinement attribuées. Car donner une origine aux choses, c'est aussi le propre de l'homme. C'est ce qui arrive pour les menhirs. Ne nous voilons pas la face, difficile de savoir les raisons de leur existence, et ce n'est pas vraiment le sujet. Mais nos ancêtres ont alors tenté de l'expliquer, avec les moyens dont ils disposaient. Bien souvent, on les a attribués à des géants, ce qui est en somme une explication assez plausible, mais également aux faits. On attribue à ces pierres des trésors cachés, et alors, de ce lieu, ont pu découler bien des contes en tout genre. Je vous ai aussi parlé des lieux plus naturels, tels que les grottes, les pics, et nous pouvons y ajouter les rivières, les lacs, etc. etc. Tous ces lieux n'ont pas attendu notre arrivée pour exister, mais nos aïeux se sont plu à leur inventer des esprits protecteurs, ou bien des monstres cachés, bien souvent pour en éloigner les enfants, ou bien car ils n'avaient pas cette vision de la nature que nous avons aujourd'hui. Alors, pour expliquer la colère de l'eau, ils se sont pris à penser qu'un esprit avait été outré par leur comportement. Il nous reste aussi les ruines, bien souvent de châteaux ou de lieux religieux. Bien des histoires existent encore, car ne sachant pas comment certains lieux ont pu être détruits, alors nos ancêtres ont laissé leur imaginaire vaquer vers bien des possibilités. Dieux destructeurs, ou bien trahison, amour rompu, et bien d'autres possibilités. On peut, par le biais de légendes issues de nos ruines, comprendre aussi le contexte dans lequel les précurseurs de ces mêmes histoires vivaient. Un temps beaucoup plus dur que le nôtre, où l'amour n'était jamais acquis et la mort plus qu'omniprésente. Vous l'aurez compris, je ne fais qu'effleurer la surface de ce sujet particulièrement dense, car il est réellement complexe de se mettre dans la tête d'une personne ayant vécu aussi loin de notre époque. Les contes et légendes sont donc en cela une forme de mémoire, car si en apparence ils semblent simples, en profondeur, ils dévoilent bien plus d'informations sur les endroits d'où ils sont issus. En somme, les légendes peuvent naître du monde qui nous entoure. C'est souvent la seconde origine de l'arrivée de nos contes et légendes. Un exemple, si je vous parlais du Gévaudan.
Vous feriez tout de suite le lien avec ce que je veux dire, à savoir la bête. Pourtant, nombre d'histoires sont arrivées par le biais d'événements en tout genre que nos ancêtres ne pouvaient expliquer. Mais la nature humaine cherche la compréhension avant tout. Donner une origine, une raison à ce qu'elle ne peut comprendre. Certains de nos aïeux n'ont donc pas trouvé mieux que de laisser leur imaginaire parler. Par exemple, entendre des sons qu'ils ont de suite attribués à des bruits d'outre-tombe ou à des chants célestes. Ou alors, des événements naturels qui aujourd'hui nous semblent certes normaux, mais ne l'étaient pas autant en ces temps reculés. L'apport d'animaux exotiques dans nos contrées pouvait aussi donner naissance à de nombreuses histoires parfois farfelues, mais bien souvent tragiques. L'on sait aujourd'hui à quel point les conséquences sont dramatiques lorsqu'on sort une créature de son milieu naturel, car rappelons-nous qu'en ce temps, les gens du peuple étaient habitués aux animaux locaux, et ils n'avaient pas beaucoup de connaissances des autres créatures du monde. Ainsi, bien souvent, le premier réflexe était de qualifier de monstre toute bête inconnue par pur instinct de survie. Cela pouvait alors donner naissance à des massacres dont les échos nous parviennent encore aujourd'hui par le biais des histoires folkloriques. On peut alors introduire la notion de peur collective qui amène les légendes sur de nombreuses créatures à prendre des proportions fantasques, jusqu'à celles que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, je pourrais aussi vous parler d'un autre domaine qui même encore aujourd'hui nous semble assez nébuleux, celui des fantômes. Car ce sont bien souvent là des choses que nous ne pouvons expliquer avec nos moyens actuels. Alors imaginez du temps de nos aïeux, pris entre religions et croyances diverses. Ce qui est cependant intéressant à noter ici, c'est que les histoires d'hier ne sont pas si différentes des histoires d'aujourd'hui. L'inconnu effraie et nous amène souvent à voir ce que notre imaginaire veut que nous voyions. Des phénomènes naturels ont pu alors être bien souvent confondus avec des apparitions, et de cela ont pu découler bien des histoires. Donc, on peut simplement dire que l'imaginaire a compensé ce qui ne pouvait être compris. Si le nom de cette partie peut vous sembler étrange, vous allez vite comprendre de quoi je veux parler. Prenons simplement l'exemple du monstre sous le lit. Ah, là je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. Je parle bien sûr des histoires qui auront donc été créées dans un intérêt quelconque, et avec le temps, ce serait ancré dans la culture populaire. Les histoires religieuses sont de celles-là, servant la plupart du temps à entretenir la croyance des fidèles ou inciter de nouveaux fidèles à les rejoindre. Bien évidemment, il n'y a aucune dénonciation de ma part dans le procédé, de même que je ne mets pas en doute une potentielle source plus factuelle à la base de l'histoire. Il n'empêche qu'à l'arrivée, cette histoire est là et elle a pu pendant un temps arranger la populace de son époque. Les histoires de monstres aussi peuvent être triées dans les légendes fonctionnelles, servant à repousser les enfants pour les empêcher de se rendre dans des endroits dangereux, ou bien inciter à un changement de comportement. La peur étant un moteur assez puissant, il n'était donc pas rare de s'en servir car certaines périodes pour nos ancêtres pouvaient être bien plus dangereuses que d'autres. Il valait mieux un enfant apeuré que disparu tout court en somme. Il est aussi intéressant à noter que si une histoire existe, elle n'est pas venue de nulle part. Il s'est donc forcément passé quelque chose pour qu'on en arrive à créer les fameux monstres mangeurs d'enfants ou bien les contes incitant à faire le bien. Je pense simplement qu'elles ont pu servir à faire passer des informations plus facilement, par le biais d'un support qui pouvait, en tout temps, parler à tout le monde. Elles servaient donc à instruire, dissuader et protéger autant les petits que les plus grands. Vous avez donc bien compris que je veux en venir avec ce concept d'histoire fonctionnelle, qui je pense mérite d'être considéré comme un facteur principal dans la naissance de nombreux contes et légendes de nos contrées. Mais n'oublions pas que le temps a fait son œuvre, et que si certaines pouvaient être pertinentes fut un temps, elles nous rappellent aussi que les âges filent, et les ont rendues inutiles, hormis pour propager la culture populaire. Pour faire simple, les récits sont aussi un outil de transmission et de sagesse populaire. Et bien évidemment, il peut y avoir d'autres raisons pour qu'une histoire vienne au monde, mais je me suis simplement concentré sur les trois là, car j'estime à titre personnel que ce sont les raisons principales, et oserais-je le dire, universelles. Cela dit, ce ne sont pas des causes fermées, une histoire peut réunir les trois éléments à la fois. Pour donner un exemple, un volcan est entré en éruption, les locaux ont cru à la colère des dieux, et l'histoire qu'ils en ont tirée leur a appris à ne pas s'approcher trop de ce dernier. Une histoire qui est correctement transmise pourrait donc sauver des vies. Même si bon, l'adage « éviter un trou pour se jeter dans un autre » peut aussi très bien être appliqué dans ce cas-là.
Mais c'est surtout une manière de dire que ces trois possibilités peuvent donc se rejoindre, autant qu'elles peuvent être distinctes. Et de toute façon, à part en faisant de la projection, il est compliqué de pouvoir connaître autrement que par l'histoire elle-même les origines de sa naissance. Autant dire que c'est assez nébuleux, car en termes de regard sur le passé, c'est comme regarder par un œil de bœuf donnant sur une ville entière. Donc les possibilités sont au final assez infinies et dépendent exclusivement du regard que l'on a sur l'histoire elle-même. Cela dit, même si je me plais à imaginer comment telle histoire a pu être pensée, cela ne m'empêche pas d'apprécier de vous la conter ensuite. Comme je le dis souvent, toute histoire est bonne pour être racontée autour de mon petit feu de camp. Même si l'exercice de projection est au final fort intéressant, il nous reste encore bien des histoires à découvrir. Et c'est aussi pour ne pas les voir disparaître qu'il est important de continuer ce que nos ancêtres ont fait jusque-là, à savoir les conter et nous faire le relais de ces histoires pour les générations futures. Mais là encore, ce n'est que mon avis, bien évidemment. Dans tous les cas, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment, et je pense faire d'autres vidéos dans ce format, un peu plus factuel donc. Mais d'ici là, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, et portez-vous bien.